Bonsoir à tous et à toutes. Donc, je vais vous présenter très rapidement effectivement l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui est l'organisation au sein de laquelle je travaille maintenant depuis près de 5 ans. Alors, il faut savoir que c'est une organisation non gouvernementale, mais qui a quelques caractéristiques très singulières. D'abord, elle est très vieille. Elle a été créée en 1948, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est la première, la plus ancienne de toutes les ONG dans le domaine de la conservation. Et c'est aujourd'hui un réseau à l'échelle internationale qui est également très important, puisqu'il regroupe 1200 organisations, à la fois, et c'est son originalité, publique, gouvernementale et non gouvernementale. Donc nous sommes en fait une structure de concertation entre des institutions et des organisations qui n'ont pas pour vocation de travailler ensemble. S'ajoute également à cela une mission en matière d'expertise technique. Nous sommes également une plateforme d'expertise qui regroupe près de 11 000 scientifiques à l'échelle internationale, qui sont regroupés à peu près dans tous les pays du monde. Alors ce sont des techniques et des scientifiques volontaires, bien sûr. Et nous avons un troisième niveau qui est en fait le secrétariat international, dont je ferai état tout à l'heure, puisqu'il agit très directement dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial en tant qu'organisme consultatif pour les sites naturels et mixtes. Et c'est bien sûr la raison pour laquelle, effectivement, je suis aujourd'hui devant vous pour vous en parler un petit peu plus précisément. Alors, ce que je vous propose, c'est d'articuler mon propos en deux thématiques, en deux sujets un petit peu distincts. Donc, une première thématique qui portera sur la caractérisation des biens naturels, patrimoniaux, qui s'inscrivent donc dans cette convention de 1972. Je crois que mon intervention fait suite à des interventions plus introductives sur le contexte de cette convention, sur son historique et l'institutionnalisation également. Sur des focus davantage culturels que naturels. Donc je pensais intéressant de pouvoir vous montrer quelles sont les singularités du patrimoine naturel, à la fois en matière de valeurs, d'explicitation donc de valeurs naturelles, mais également en matière de processus, de procédures, vous le verrez, un petit peu distinctes du monde de la culture. Et une deuxième partie qui me paraissait également très importante sur les défis présents et à venir, puisque cette convention dans le domaine du patrimoine naturel présente quelques difficultés, notamment de déséquilibre dans les procédures d'inscription, et également des enjeux de gestion et de protection extrêmement importants dont je vais essayer de vous faire état de manière assez synthétique. Et je vous délivrerai à cette occasion quelques messages clés, effectivement, pour le futur. Alors, parlons un peu des singularités du patrimoine naturel. Vous avez sous les yeux le parc national de Yellowstone, un des éléments, effectivement, qui est actuellement classé sur la liste du patrimoine mondial. Je vous propose de faire un petit état des lieux de l'histoire, alors non pas de la Convention en tant que telle, vous avez une intervention, je crois, il y a une semaine ou deux sur ce sujet, mais plutôt de la manière dont elle s'inscrit dans le mouvement de la conservation de la nature. Cette convention, elle est liée d'une manière ou d'une autre à la globalisation des préoccupations environnementales qui ont commencé à se développer à la fin du XIXe siècle. Je vous expliquerai un petit peu les valeurs naturelles telles qu'on les construit, telles qu'on les élabore du point de vue scientifique, et puis bien sûr cette question fondamentale qui fait écho à ce que vous venez de dire au sujet de Philippe Descola, qui évalue, qui construit et qui finalement définit et valide ces valeurs à l'échelle internationale. Alors voilà un petit peu un calendrier, je dirais, assez global, un agenda international qui est très simplifié, qui n'est absolument pas proportionné aux dates, vous m'en excuserez. Simplement pour vous rappeler les principales dates clés de cette globalisation du mouvement environnemental qui a émergé, c'est une date symbolique, avec la création d'un parc national, le premier du genre aux États-Unis, donc le parc national de Yellowstone, dont vous avez vu une image tout à l'heure. Et les préoccupations qui s'attachaient à l'époque étaient surtout la préservation de paysages considérés comme pristines et absolument exceptionnels. Il y a eu un écho, bien évidemment, dans le contexte européen et particulièrement français, avec la loi sur la protection des paysages en 1906 et 1930, qui s'est fait l'écho, justement, de cette vision esthétisante de la nature. Alors, parallèlement, dans les années 1920-1930, certaines organisations ont essayé de développer un premier cadre juridique à l'échelle internationale pour préserver la nature. On parlait à l'époque d'espèces sauvages, de faune et de flore. Il y a donc eu deux conférences qui ont été les premières du genre, l'une à Londres en 1933, elle a été suivie 7 années plus tard par une autre conférence à Washington, qui s'était donné pour objectif de développer un cadre juridique à l'échelle mondiale pour préserver les espèces qu'on jugeait à l'époque patrimoniales.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on y listait également les espèces dites nuisibles. Donc il y avait des listes à la fois d'espèces d'intérêt et d'espèces que l'on souhaitait éradiquer. Il y a une rupture évidemment qui a été marquée par la Seconde Guerre mondiale, mais au sortir de ce conflit planétaire, il y a une dynamisme en fait qui s'est mise en œuvre pour développer ces préoccupations, donc reprendre un petit peu le flambeau de ces 2 premières conférences, avec en particulier la création d'un cadre onusien et avec lui les agences dont l'UNESCO, et puis l'UICN dont je vous parlais tout à l'heure, qui dans ses premières années s'appelait l'Union internationale pour la protection de la nature. On a commencé à évoquer le terme de conservation une dizaine d'années plus tard, donc avec un changement de paradigme dont je vous expliquerai un petit peu les tenants et aboutissants. L'UICN a été à l'origine aussi d'un grand nombre de congrès, de conférences internationales qui ont été absolument fondatrices et fondamentales dans l'évolution de la doctrine en matière de conservation de la nature. Précisément ce passage de l'idée de protection, donc avec une approche très sanctuariste de la nature, à une vision de conservation qui est plus intégratrice des dynamiques humaines, sociales et économiques, intervient à la faveur d'un de ces congrès mondiaux des parcs qui sont organisés chaque décennie. Le dernier en date a eu lieu le mois dernier en Australie. Les années 60-70 ont été, à l'issue donc de ce mouvement un peu initiateur, extrêmement prolifiques en matière de développement d'outils de conservation à l'échelle mondiale. Le programme sur l'homme et la biosphère, programme MAP, qui est à l'initiative justement de l'UNESCO en 1968, est un petit peu le pionnier du genre. C'est, je dirais, à l'initiative de Michel Baptiste, un Français, qui réfléchissait à la nécessité d'une meilleure protection et d'une meilleure conciliation à la fois des intérêts humains et naturels. C'est un programme qui existe toujours à travers un réseau qu'on appelle les réserves de biosphère, qui est très très développé à l'échelle internationale, y compris dans notre pays. Dans les années 70, d'autres conventions ont été développées, en particulier la convention de Ramsar, donc une ville située en Iran, qui portait précisément sur les zones humides d'importance internationale. On s'était donné pour objectif de les préserver parce que ce sont des écosystèmes particulièrement menacés, c'est toujours vrai aujourd'hui, en très très forte dégradation. Et la Convention du patrimoine mondial, eh bien, elle s'inscrit finalement dans ce mouvement planétaire d'institutionnalisation de la conservation de la nature, en lien avec la conférence de Stockholm, puisque l'idée du patrimoine mondial a été officialisée en l'occurrence à l'occasion de cette conférence sur l'environnement et le développement, qui a eu son écho en 1992, 20 ans plus tard, à travers la conférence de Rio, laquelle aussi a donné lieu à de nombreuses conventions, dont celle des changements climatiques, dont l'actualité effectivement se rappelle à nous régulièrement. Alors cette convention du patrimoine mondial, j'insiste très souvent dans les échanges ou les présentations que je fais à son sujet, elle a pour vocation avant tout la protection. On parle beaucoup de la liste du patrimoine mondial, de l'inscription de sites sur cette liste, mais on oublie très souvent le terme protection qui est au cœur finalement de son intitulé et de sa philosophie. Et c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. L'objectif effectivement de cette convention, c'est de protéger un patrimoine qu'on considère comme étant de valeur universelle exceptionnelle. Et c'est lié bien sûr à l'origine de cette convention qui s'origine, vous le savez, dans des initiatives, je pense que ça a dû vous être rappelé dans les précédentes interventions, des initiatives de conservation, notamment du barrage, lié au barrage d'Assouan en Égypte et également de la lagune de Venise, avec un effort de coopération internationale qui a été un petit peu à l'origine justement de cet effort de rapprochement entre États pour la protection d'un patrimoine qu'ils considéraient comme étant de valeur mondiale. Donc une ambition effectivement universaliste et j'ai envie de dire aussi humaniste dans la mesure où cette convention a pour vocation de faire travailler ensemble des États à une œuvre d'intérêt collectif. Pourquoi universaliste ? Parce qu'on considère cette convention finalement comme étant la plus significative, la plus signifiante aussi en matière d'universalité, de globalité, de mondialisme sur la reconnaissance du patrimoine. Autrement dit, les sites qui sont appelés à s'insérer dans ce dispositif sont ceux qui ont la plus grande signification mondiale en termes de patrimoine. Il y a d'autres mécanismes internationaux dont je vous ai effectivement fait mention, le système Ramsar, Géoparc et réserve de biosphère, qui présentent une moindre signification mondiale que le patrimoine, qui finalement s'est donné un peu pour vocation de dessiner, et on le dit souvent dans nos réseaux, de dessiner la géographie du superlatif.
Alors, j'ai juste là une petite extraction du site de l'UNESCO sur les principales innovations que la Convention a contribué à développer au cours de son histoire, donc depuis 1972. Simplement pour vous rappeler que non seulement cette Convention s'inscrit bien dans un mouvement planétaire, mais qu'elle a aussi été un élément d'innovation, d'évolution en fait de la doctrine en matière de conservation à la fois de la nature et de la culture, et qu'elle a su aussi prendre des différentes évolutions des autres conventions. Alors à partir de 1992, il y a ce concept de paysage culturel sur lequel je crois vous aurez une présentation au mois de janvier, je n'y reviendrai pas, mais qui fait écho justement à cette préoccupation qui a émergé dans les années 70-80 d'une meilleure intégration entre nature et culture. On a également en 1994 la définition d'une stratégie que les États parties de la Convention du patrimoine mondial ont souhaité mettre en place, précisément pour développer davantage l'intégration des populations locales, à la fois dans la gestion et dans les stratégies d'intégration de nouveaux sites. Il était également question de faire valoir les bénéfices rendus par les sites du patrimoine mondial en faveur des populations vivant soit en leur sein, soit à proximité. On est là très clairement en lien avec la conférence de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 qui a fait bénéficier justement de ce changement de doctrine. En 2002, il y a un certain nombre de points forts, de points clés qui ont été rappelés autour de ce qu'on a appelé les 4 C pour essayer de renforcer la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial. Et vous allez retrouver notamment la nécessité d'un accroissement ou d'une amélioration en tout cas des conditions de conservation, puisqu'on s'est aperçu à partir de la fin des années 90 que beaucoup d'efforts étaient sous-tendus pour l'inscription et assez peu pour la protection et la gestion des sites déjà présents sur cette liste. Donc, améliorer la conservation, renforcer les capacités également des personnes sur place, des gestionnaires de ces sites, ça devenait effectivement une nécessité impérieuse. Et puis vous voyez en 2007 l'intégration d'un 5e C dans cette vision stratégique que sont les communautés locales et autochtones qui sont de plus en plus effectivement importantes et évidemment essentielles pour la pérennisation des efforts de conservation. J'en viens maintenant à la façon dont on peut définir ce patrimoine mondial. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir tout simplement le texte original de la Convention, en particulier son article 2, qui explique ce que sont les éléments ou les objets naturels qui répondent à la définition d'un patrimoine naturel au sens de la Convention. Alors, en fait, on a 3 catégories, 3 objets naturels qui sont décrits par la Convention. Le premier, vous le mentionniez tout à l'heure, c'est l'idée de monument naturel, auquel faisait référence effectivement Victor Hugo et d'autres écrivains français, constitués donc par des formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations, je les lis, qui ont une valeur universelle exceptionnelle, soit scientifique, soit également esthétique. Alors, un petit exemple, juste pour illustrer ce qu'on entend par cette notion de monument naturel, c'est le dôme de Vedrefort en Afrique du Sud, qui est en fait c'est le produit d'un accident météoritique, c'est un cratère d'origine météoritique, c'est le 2e plus grand au monde après celui qu'on connaît dans le Yucatan au Mexique. Donc on a là une formation effectivement d'origine extraterrestre formée il y a quelques millions d'années. Il y a un autre exemple très intéressant sur cette notion également de formation, c'est la géologie et les contextes physiographiques. Ça, c'est la 2e catégorie, le 2e objet qui est décrit comme faisant partie du patrimoine naturel par la Convention. On s'intéresse là plutôt à la notion d'habitat. Donc, on va chercher des espaces qui abritent des éléments qui nous paraissent intéressants, soit des espèces animales, des espèces végétales, donc des habitats qui abritent ces éléments naturels pour lesquels on souhaite une conservation à long terme. Un exemple très concret, c'est le sanctuaire de Malpelo en Colombie. C'est en fait un site marin qui abrite un très très grand nombre d'espèces, en l'occurrence de siluriens, ici des requins. On y trouve des bancs de requins marteaux, une centaine d'individus, c'est tout à fait exceptionnel à l'échelle internationale. Et donc là, on est sur un espace très restreint qui abrite un certain nombre d'espèces d'intérêt patrimonial. Donc on est bien sur cette catégorie d'habitat. 3e objet défini par la Convention du patrimoine mondial et qui nous aide à mieux cerner, à mieux comprendre ce qu'on entend par patrimoine naturel, ce sont les sites. Donc là, c'est compréhensible, c'est des zones beaucoup plus grandes, strictement délimitées, c'est très important, qui ont une valeur également universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la conservation. Là, typiquement, c'est l'idée du parc national qu'on évoquait tout à l'heure au Yellowstone, ou bien vous avez ici l'exemple des fjords dans l'ouest de la Norvège. On est dans une dimension beaucoup plus paysagère, beaucoup plus monumentale également, qu'on va trouver dans un grand site, un grand nombre d'aires protégées.
Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il y a une correspondance finalement dans le texte de la Convention entre ces objets naturels qui sont désignés quasiment de la même façon, entre patrimoine naturel et patrimoine culturel. On parle dans les deux cas de monuments ou de sites. Bon, la seule différence, c'est celle qui apparaît ici entre formation et ensemble, mais en fait, l'idée est plus ou moins la même. Alors on a un schéma habituellement qu'on utilise pour montrer justement l'imbrication, parce que les choses sont loin d'être aussi sectorisées qu'il n'y paraît en tout cas dans la définition de la Convention. On a bien sûr les biens naturels, donc on parle maintenant de biens, vous voyez, qui regroupent l'ensemble de ces objets, qui sont au nombre de 197 si on le prend stricto sensu. Vous avez ensuite les biens culturels, mais ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est de montrer qu'il y a des interactions possibles entre ces différentes catégories. On y trouve notamment les biens mixtes, qui regroupent donc les biens naturels et des biens culturels à la fois, dans un seul ensemble. Et puis il y a un nouveau, donc j'en parlais, dispositif qui a émergé dans les années 90, c'est ce concept de paysage culturel, qui est en fait le produit de l'interaction entre des activités humaines et l'environnement. Donc là, on est vraiment dans une nature, entre guillemets, fortement modifiée par l'empreinte humaine. Mais il y a dedans, évidemment, des catégories naturelles ou des valeurs naturelles qui sont reconnues. Donc on a parlé de la Convention qui nous donne des éléments pour bien comprendre, pour bien cerner les différentes typologies de biens naturels. Maintenant, il y a également le texte des orientations, qui est en fait un élément d'interprétation de la Convention du patrimoine mondial, qui nous donne d'autres éléments pour comprendre comment caractériser la nature. Et donc il y a un certain nombre de critères qui ont été définis dans ces orientations, au nombre de 4. Vous savez que 6 critères ont été définis pour le patrimoine culturel. Et bien, côté naturel, nous avons 4 critères qui nous permettent de préciser un petit peu ce qu'on entend par patrimoine. Il y a d'abord le critère qu'on intitule critère 7, qui désigne en fait la beauté des paysages et des phénomènes esthétiques exceptionnels. Donc c'est effectivement celui qui a, on l'a dit tout à l'heure, été à l'origine de la création des premiers parcs nationaux aux États-Unis. Ensuite, vous avez un deuxième critère qui permet de caractériser là aussi les biens naturels, c'est le critère géologique. Donc tous les sites qui représentent des exemples représentatifs des différents stades de l'histoire de la Terre. Alors là, bien sûr, on a une profondeur temporelle extrêmement importante, on remonte jusqu'au début du développement finalement de la Terre, de l'histoire de la Terre, donc il y a plus de 4 milliards d'années. Et ensuite, on a 2 autres critères qui permettent là aussi de caractériser, de qualifier les biens naturels, et qui sont des critères biologiques, qu'on désigne sous le concept de biodiversité. Donc l'un qui a trait au processus biologique, donc à l'aspect un peu évolutif, dynamique du vivant, donc le critère 9, et ensuite un critère qui est beaucoup plus statique, qui fait état en fait des espaces, des habitats, des espèces, pour lesquels il y a un intérêt patrimonial évident à l'échelle internationale. Donc 4 critères, vous l'avez vu, qui sont parfaitement complémentaires à la typologie de la Convention du patrimoine mondial. Je vous propose d'illustrer justement de façon très, très concrète ces différents critères par des sites inscrits actuellement sur la liste. Alors bien sûr ici vous avez le Kilimandjaro qui est inscrit pour le premier critère esthétique, beauté des paysages. Alors ce critère il s'entend aussi d'une autre manière, on a parlé tout à l'heure de phénomènes remarquables. Vous avez ici les papillons monarques, qui sont en fait, c'est une espèce vraiment extraordinaire, puisqu'elle migre entre les États-Unis et le Mexique. Alors il y a plusieurs générations, puisque ce sont des durées de vie très éphémères. Je crois que c'est entre 4 générations de papillons pour faire la migration entière entre ces 2 pays sur plusieurs milliers de kilomètres. Ce qui a été classé au patrimoine mondial, c'est non pas le phénomène migratoire en tant que tel, mais c'est justement le point d'arrivée au Mexique de ces colonies de papillons, qui présentent des concentrations absolument exceptionnelles et puis, il faut le dire, d'une beauté stupéfiante. Ouais. Le critère géologique donc, qui représente des sites s'inscrivant dans l'histoire de la Terre et permettant d'expliquer et de caractériser cette histoire. Vous avez là sous les yeux un volcan en activité sur les îles Hawaï. Donc critère évidemment très important pour comprendre justement, puisque c'est l'assise principale, l'évolution à la fois de la géologie mais aussi du vivant. Le critère 9 dont je vous parlais tout à l'heure sous l'angle de la dynamique, puisque le vivant évidemment c'est pas uniquement une chose statique, ça s'entend dans le temps long. Donc c'est ici le site des Galapagos, l'archipel des Galapagos, qui dépend de l'Équateur, qui est un site à la fois terrestre et marin. Alors il est très symbolique et très important dans l'histoire des sciences de la vie. Pourquoi ? Parce que bien sûr c'est Darwin qui a fait ses premières observations sur des phénomènes de spéciation, donc d'espèces qui s'individualisaient.
sur cette île, notamment sur des espèces d'oiseaux. Et donc, ce site a été éminemment important dans l'histoire de la science pour comprendre ces phénomènes évolutifs, à l'origine effectivement de cette théorie exprimée par Darwin. Le dernier critère, critère 10, là vous êtes en Amérique du Sud, également au Mexique, dans une réserve marine très importante, parce qu'on y trouve en très grande abondance un certain nombre d'espèces de baleines, dont effectivement on sait l'importance qu'elles représentent sur le plan de la diversité biologique, et également pour les routes migratoires qui sont très importantes dans cette zone. Et donc ce site a vocation à préserver les points les plus importants pour cette espèce, le nourrisserie, la reproduction, etc. Alors, est-ce que c'est si évident que ça, finalement? Puisque là, je vous ai présenté des catégories, ça a l'air simple. Finalement, on a 4 catégories, c'est très distinct du paysage, la géologie, la biodiversité. Je vais vous proposer un petit exercice, en fait, pour vous montrer que les choses sont finalement pas si simples que ça. Je vais poser une question. Vous avez sous les yeux le site du mont Fuji. Alors Fujinsan, donc en japonais, je ne saurais pas le prononcer. La question que je voudrais vous poser, c'est de savoir si, selon vous, c'est un site naturel, si c'est un site plutôt culturel, un site mixte, ou un paysage culturel, puisqu'on a vu ces différentes typologies. Parmi vous, donc, qui postulerait plutôt pour un bien naturel? Si vous pouvez lever le bras, oui. D'accord. Bien culturel? Un paysage culturel? D'accord. Majorité, un bien mixte, donc nature-culture? Je crois que la majorité penche pour un paysage culturel. Eh bien, en fait, c'est un bien culturel. Pourquoi? Ça mérite effectivement d'être expliqué. Parce que c'est un lieu sacré pour les Japonais et en même temps, effectivement, il est désigné comme une source d'inspiration artistique. Il est donc classé pour ses critères culturels. C'est très récent, hein, ça date de l'année dernière. Donc je vous lis là un élément de la Déclaration de valeur universelle exceptionnelle qui explique pourquoi, effectivement, le choix a été porté sur un bien culturel, malgré l'évidence, effectivement, qu'aucune implantation humaine, aucune activité a priori n'affecte ce paysage d'une manière ou d'une autre. La beauté du volcan, effectivement, couronné de neige, s'élevant au-dessus du village, mais surtout, il a été un lieu d'inspiration pour des poètes japonais, des artistes. On a de nombreuses estampes, effectivement, qui en témoignent. C'est aussi un lieu sacré, un lieu de pèlerinage depuis des siècles, et il comprend un certain nombre de sites, donc notamment religieux, qui reflètent l'esprit, justement, de ce paysage artistique sacré. Donc vous avez de très nombreuses représentations qui ont été faites du mont Fuji. Deuxième exemple. On va voyager maintenant dans le Pacifique, un petit peu plus en direction de l'Est. On se trouve maintenant dans l'archipel des îles Hawaï. Alors, je suis incapable de vous prononcer le nom de ce site, donc Papahanaumokuakea, donc qui dépend des États-Unis d'Amérique, qui est un site majoritairement marin et qui comprend de très nombreuses espèces, vous le voyez ici, de mammifères marins, donc extrêmement riche, également pour les récifs coralliens qui s'y trouvent en très grande abondance avec une très forte diversité d'espèces. Donc là encore, nouvelle question, est-ce que selon vous c'est un bien naturel, un bien culturel ou éventuellement d'autres types, un paysage culturel ou un bien mixte? Donc paysage culturel. Personne. Bien naturel? D'accord. Bien culturel? Personne. Et il reste un bien mixte. Je crois qu'on penche plutôt pour un bien naturel. Mais en fait, c'est un paysage culturel. Étonnant. Et là, vous remarquerez, c'est important, c'est un détail qui a son importance, c'est une inscription récente, là encore, ça vous montre un peu les changements dans l'évolution de l'interprétation de la Convention du patrimoine mondial et finalement la richesse de cette convention. Bien, en fait, le site, il se trouve qu'il a une signification très importante pour les populations hawaïennes autochtones, puisque c'est un site en fait où vont les âmes des morts, et donc pour eux c'est absolument essentiel de mener sa préservation. Il a toujours été préservé d'ailleurs par les populations de pêcheurs, et il se trouve également que c'est un site important bien sûr du point de vue naturel, donc il y a un certain nombre de critères naturels qui lui sont reconnus, en particulier pour la biodiversité marine. On continue. Là, vous avez un site très équivalent. Il se trouve que c'est le même océan. On est dans l'océan Pacifique, la Grande Barrière d'Australie, donc Grande Barrière de corail, avec des espèces très proches, vous le voyez, des coraux également. Donc, j'ai presque envie de dire que les photos pourraient être prises dans l'un ou l'autre site. Donc, pareillement, bien naturel, bien culturel. Est-ce que certains d'entre vous penchent plutôt pour un bien naturel? Oui.
Bien culturel? Mixte? Paysage? On penche plutôt sur la nature. Et là, c'était très bien. Mais c'est effectivement un bien naturel, en fait. Mais vous voyez l'inscription en 1981. Donc, on a classé ce site pour la totalité des 4 critères que je vous ai mentionnés tout à l'heure. Donc, esthétique, effectivement, mais également pour la géologie, du fait des récifs coralliens qui ont émergé à la suite des glaciations. Et puis, bien sûr, la diversité biologique qui se trouve extrêmement riche. 400 espèces de coraux, des espèces de poissons, de mollusques en quantité, vous le voyez, extrêmement impressionnante. 2 derniers exemples. Avant de passer à la suite, on n'est pas très loin de l'Australie, on arrive en Nouvelle-Zélande, et là, vous avez un parc national, alors essentiellement volcanique, vous voyez, hein, et c'est un paysage quasiment inhabité. Question, paysage culturel? Bien naturel? Bien culturel? Mixte? C'est un paysage culturel. Alors, il a été inscrit, et ça c'est très important, parce que c'est sans doute le premier site qui a été inscrit en tant que paysage culturel. Donc, on parlait tout à l'heure de la date de 1992 où le concept a été inventé. Il a d'abord été naturel et ensuite il a été réinterprété à l'aune de ce changement de paradigme et donc maintenant inscrit en tant que paysage culturel. Pourquoi? Tout simplement pour la signification symbolique que ce site peut avoir pour le peuple maori qui entretient effectivement des liens spirituels vraiment séculaires avec cet environnement. Bien sûr, il y a aussi des enjeux naturels, on le voit pour l'esthétique des paysages, donc le critère esthétique est présent, et également le critère géologique, puisqu'on est dans un site volcanologique d'importance mondiale. Et vous voyez, j'ai fait exprès de vous prendre cet exemple qui est en Russie, donc les volcans du Kamtchatka, parce qu'on est là aussi sur un environnement très très proche finalement de celui qu'on vient de voir. Les paysages sont quasiment identiques. Donc, même question, paysage culturel? Personne. Un bien naturel? Oui. Un bien culturel? Mixte. Là, je crois qu'une majorité de bras se sont levés pour le bien naturel et vous avez eu raison. Donc là, on est sur un bien effectivement qui en plus regroupe là aussi la totalité des critères, donc qui a été inscrit et reconnu pour des valeurs à la fois esthétiques, géologiques et de biodiversité. C'est un site, il faut le savoir, absolument exceptionnel pour la grande concentration de types de volcans qu'on peut y trouver. Alors, la question se pose du coup de comment fabrique-t-on ces valeurs? Parce qu'on vient de le voir, c'est pas aussi évident que ça. Les valeurs naturelles peuvent éventuellement surgir, on voit un paysage et on ne se pose pas la question, mais en fait c'est loin d'être évident. Et il faut dire que c'est un exercice assez difficile parce que la nature, c'est pas tout à fait comme un monument culturel, elle s'appréhende sur une temporalité extrêmement longue et donc on a beaucoup de difficultés finalement à s'identifier à un bien naturel, hormis effectivement les populations locales qui sont en interaction séculaire permanente avec ces espaces et donc il est difficile de s'y identifier de manière simple. Et puis, il faut le dire aussi, on a souvent le sentiment que les biens naturels sont un peu la propriété des scientifiques. C'est des objets complexes qu'étudient les géologues, les botanistes. Bref, c'est quelque chose qui appartient plutôt au monde de la spécialité scientifique et qui échappe un petit peu finalement au bien commun. Et puis, comme je vous le disais, on est sur des échelles de temporalité qui nous échappent complètement. On a notamment là quelques exemples. Une espèce qu'on souhaite préserver, eh bien en fait, elle ne nous a pas attendu. Des espèces en général ont des durées de vie de 5 à 10 millions d'années. Donc, on est là sur des périodes qui dépassent complètement l'échelle de temps humaine. Sauf si, bien sûr, il y a des crises particulières. On a vu tout à l'heure un exemple des chutes de météorites. Ça peut arriver, mais grosso modo, une espèce, ça vit 10 millions d'années. C'est à bon entendeur, salut, nous concernant. Et vous avez des espèces qui réussissent mieux que d'autres, les ginkgo biloba, que vous connaissez peut-être dans les parcs et jardins, qui eux ont 270 millions d'années, donc c'est des espèces vraiment relictuelles, en tout cas à origine quasiment effectivement des fossiles vivants. Et vous voyez, l'homme apparaît dans cette temporalité vraiment en toute fin. Moi, il y a un petit schéma que j'aime beaucoup, en fait, pour bien comprendre et saisir cette différence de temporalité entre patrimoine naturel et patrimoine culturel. C'est le fait de rapporter finalement l'histoire de la Terre et plus globalement de l'univers à une année calendaire. Ça aide à bien saisir justement ces proportions de temporalité. Donc vous voyez, si on se situait au 1er janvier de l'année 0 à 0h0, donc à minuit, eh bien l'apparition de la vie, ce serait au mois de septembre, à peu près, mi-septembre.
les premiers organismes en capacité de faire de la photosynthèse, c'est le mois suivant, on arrive en octobre. Et puis, il faudrait arriver en fait en décembre pour voir se développer des espèces animales et végétales plus complexes. Donc là, on prend le mois de décembre et on regarde. Donc, par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 18, bien, les poissons sont apparus la veille. Les poissons, donc, le 17. Ensuite, les plantes terrestres le 20 décembre, les insectes le 21. Les mammifères apparaissent le 26, juste après Noël. Et puis les dinosaures qui sont au summum de la chaîne alimentaire, donc le 29 décembre, et disparaissent le lendemain, le 30. Donc on arrive en toute fin de l'année, il n'y a toujours pas d'être humain. Le 31. 31, il n'est encore pas tout à fait au début du jour. Hein. Il faut aller grosso modo à 23h54 pour voir le premier être humain moderne. Et la migration d'Afrique à 23h58. J'arrive dans la dernière minute, c'est Néandertal. La mégafaune est totalement sous pression du fait de l'expansion humaine sur les continents, puisque nous sommes sortis de l'Afrique. Et puis, donc, dans cette dernière minute, ces 60 dernières secondes de l'histoire du monde, l'agriculture apparaît à 20 secondes avant minuit. Et puis ensuite, le Christ, donc 5 secondes. 5 secondes avant minuit, Jésus-Christ naît. Et puis, la plupart de l'histoire européenne émerge à ce moment-là. L'Amérique est conquise à peu près une seconde et demie avant minuit dans cette année calendaire. Une autre façon de vous le montrer, et tout ça bien sûr se traduit sur la liste du patrimoine mondial de façon très simple. On a là un des sites les plus anciens, sinon peut-être le plus ancien actuellement inscrit, si j'ai bonne mémoire, site culturel, c'est la grotte Chauvet, qui a plus de 30 000 ans, moins de 32 000 avant Jésus-Christ. En comparaison, sur les sites naturels, le plus ancien d'entre eux se trouve en Australie, c'est la baie Shark qui se trouve en fait au sud-ouest du continent australien. Vous avez là des formations qui sont parmi les premiers organismes vivants, ce qu'on appelle des stromatolithes. Eux ont 3,5 milliards d'années. Donc on est bien dans des échelles de temporalité extrêmement différentes qui rendent difficile finalement le fait de devoir saisir ce patrimoine naturel qui nous échappe puisqu'il est tout simplement hors de notre temporalité. Cependant, il y a quand même, et on l'a vu tout à l'heure dans l'histoire, des préoccupations environnementales qui émergent après la Seconde Guerre mondiale. Nous avons une nature en partage et on a cette conscience finalement d'une nature dont nous sommes de plus en plus dépendants et pour laquelle effectivement nous constituons une menace de plus en plus forte. On le verra tout à l'heure à travers un certain nombre de chiffres et de cartes. Donc il y a ce principe de responsabilité qui a émergé, Jonas, qui effectivement nous appelle à protéger et à patrimonialiser cette nature qui jusqu'à présent a très bien vécu sans nous. Et d'autant plus qu'on se rend compte que finalement dans l'histoire du vivant il ne nous reste plus grand-chose. À peine 1/1000 des espèces qui ont existé sur Terre sont toujours vivantes, au terme de cette histoire un petit peu longue que je vous ai résumée. Et en plus, on connaît très peu des espèces qui finalement nous entourent. On estime grosso modo entre 1,3 et 1,5 million d'espèces connues, et pour une projection de 8 à 9 millions d'espèces qui restent à découvrir. Vous voyez, il y a encore un champ énorme dans le domaine de la connaissance scientifique. Donc pourquoi détruire des écosystèmes et des espèces qu'on ne connaît pas encore ? Et puis bien sûr, on sait que depuis un certain temps, du fait de l'industrialisation en particulier, l'homme constitue la première menace, la première cause d'érosion de la biodiversité dont nous héritons aujourd'hui. Un élément aussi très important sur l'identification et les fabriques des valeurs, on a pu l'appréhender tout à l'heure à travers ce petit exercice d'identification des types naturels ou culturels, c'est finalement que le choix des valeurs, ça relève d'un parti pris patrimonial, il faut en être conscient, il y a un élément de subjectivité évident dans la façon dont on construit des valeurs qu'on attache à un paysage ou à un bien géologique ou à la biodiversité de manière générale, il faut en avoir bien conscience. Alors justement, c'est du fait de cette subjectivité que les organisations consultatives, ICOMOS et UICN, ont essayé de travailler à caractériser de façon plus précise la manière dont on peut déterminer les priorités des sites, des biens naturels à inscrire sur la liste du patrimoine mondial. Alors ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'on y trouve finalement des études thématiques, donc des études qui nous aident à déterminer les priorités à l'échelle internationale. Vous avez des études sur les montagnes, sur l'eau douce, sur les déserts, sur les océans, sur les régions polaires. Vous voyez, on trouve des objets naturels qui sont finalement ces nouvelles grilles de lecture par rapport aux catégories que je vous ai précédemment décrites.
Ces études thématiques n'ont d'autres vertus, d'autres vocations que d'établir un état des lieux de la liste du patrimoine mondial pour déterminer les lacunes, donc à partir de là, les priorités pour de futures inscriptions. Alors on utilise, et c'est une chance qu'on a dans le champ naturaliste, un certain nombre de systèmes de référence qui sont mondiaux et qui nous permettent justement de déterminer les priorités. Ces dispositifs existent maintenant depuis, pour certains d'entre eux, 30 à 40 ans et ont été éprouvés et largement utilisés pour les actions de protection de la nature. Il y a d'abord ce qu'on appelle les points chauds de biodiversité, les hotspots plus connus comme tels de biodiversité, qui sont en fait des zones très riches en espèces. En général, c'est plus de 1500 espèces de plantes vasculaires et en même temps très menacées par les activités anthropiques, en particulier sous pression, puisqu'on considère que dans ces zones, plus de 70% de la végétation originelle a disparu. Donc c'est vraiment des zones d'urgence. On est là dans une logique, je dirais, d'incendie à éteindre et ça a motivé la création de nombreux espaces protégés à l'échelle mondiale. Un autre système de référence qui est utilisé pour déterminer les priorités pour les biens naturels à inscrire sur la liste du patrimoine mondial, c'est ce qu'on appelle les domaines biogéographiques. C'est en quelque sorte une cartographie finalement d'unités écologiques à l'échelle internationale, dans lequel on trouve certaines homogénéités à la fois de climat, de conditions de pédologiques, donc de terrain, et également écologiques. Un autre système utilisé, ce sont les habitats que l'UICN a développé avec une commission spécialisée sur les espèces. Je passe très vite. Les écorégions qui ont été mises en place par WWF, qui est une ONG de conservation de la nature. On a un autre système qui s'appelle les centres de diversité des plantes, les zones d'oiseaux endémiques pour identifier où sont les oiseaux qu'on ne trouve qu'à des endroits très très spécifiques. Et puis, vous avez aussi des analyses plus scientifiques sur l'irremplaçabilité de certaines espèces qui, si elles disparaissent, effectivement, n'auront aucun équivalent à l'échelle mondiale et qui, de fait, deviennent des priorités pour une convention comme la Convention du patrimoine mondial. Et bien sûr, il y a énormément de systèmes de référence auxquels on pourrait abonder. Mais je vais très rapidement vous montrer comment ça se présente sur une carte à l'échelle internationale. Donc, ces points chauds de biodiversité, il y en a 34 à l'échelle internationale. Et pour information, la France est concernée par 5 d'entre eux, en particulier du fait de nos territoires d'outre-mer. Alors vous voyez ici le hotspot ou le point chaud de Méditerranée, dans lequel on trouve effectivement plus de 1500 espèces de plantes, avec une très forte pression anthropique, on le sait, depuis l'Antiquité, déforestation continue, des exemples, on en a énormément dans les écrits anciens, Gilgamesh y fait référence, la Bible, etc. On sait que les défrichements et la déforestation a commencé de longue date. Et les autres zones qui nous concernent, par exemple, c'est dans l'océan Indien, Madagascar, avec l'île de la Réunion. Vous voyez, c'est une zone quand même très étendue. Une autre zone de points chauds, c'est la zone des Caraïbes. Donc on y trouve Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Ensuite, vous avez la Polynésie, qui à elle seule constitue, on le voit, une zone extrêmement étendue dans l'océan Pacifique. Et puis, vous avez ici, mais on le voit très mal, la Nouvelle-Calédonie, qui constitue un point chaud toute seule, effectivement, puisqu'elle est remarquable en termes de diversité d'espèces. Donc, dans ces points chauds, eh bien, on va s'attacher à voir quels sont les sites du patrimoine mondial existants, pour voir si certains d'entre eux manquent tout simplement de couverture, en espace protégé. Et on s'aperçoit notamment qu'il y en a 3 à l'issue de ces analyses qui échappent encore sur la liste du patrimoine mondial. Les forêts sèches de Nouvelle-Calédonie, qui sont exceptionnelles, le Chili central, et puis le Karoo succulent, c'est en fait une zone désertique dans laquelle on trouve un certain nombre de plantes succulentes en très grand nombre, en très grande diversité. Un autre exemple de la manière dont on travaille pour identifier les priorités, donc pour construire des valeurs dans le domaine naturaliste, c'est donc les provinces biogéographiques. Donc c'est une cartographie qui pourrait s'assimiler à une cartographie politique, donc ce sont nos pays à nous. Simplement, chaque unité écologique est caractérisée par une certaine homogénéité de climat et de conditions écologiques. Donc il y en a une centaine au total, et là encore, on va voir pour chaque unité combien sont couvertes par des sites du patrimoine mondial. On s'aperçoit qu'il y a de très très grands déséquilibres.
Et en fait, les déséquilibres, ils sont très manifestes parce que la plupart des systèmes forestiers sont bien couverts, on le voit ici, les montagnes, les forêts, et particulièrement les forêts chaudes, entre guillemets, tropicales. Par contre, les systèmes froids qu'on trouve ici sont très très peu couverts par des biens du patrimoine mondial. Donc les toundras dans la Sibérie, enfin dans le nord de la Russie, les prairies tempérées, les déserts froids, etc., sont très peu, voire pas du tout représentés sur la liste du patrimoine mondial. Une liste qui est finalement plutôt chaude en termes climatiques que froide. Ça montre bien qu'il y a des partis pris patrimoniaux aussi qui orientent très clairement les choix des candidatures, y compris dans le domaine naturel. Là encore, un autre système très proche finalement du précédent, un petit peu plus précis, donc qui a été mis en place par le WWF, cette ONG de protection de la nature, donc très proche de l'UICN d'ailleurs. Et donc, ils ont listé des sites qui n'étaient pas représentés. Ça date quand même d'un certain temps. Donc, le dernier exemple qui figure ici est maintenant inscrit, les Ghats occidentaux en Inde. Mais vous avez encore des sites, notamment en France, vous le voyez, on retrouve nos forêts sèches de Nouvelle-Calédonie, et puis la zone de Tahiti, qui évidemment, semble-t-il, mérite intérêt pour la liste du patrimoine mondial. Je vais vous mentionner également d'autres exemples, et je vais en finir là pour ne pas vous assommer avec ces dimensions de systèmes de référence qu'on utilise abondamment, mais je pensais important de vous les montrer parce que c'est vraiment un élément fort qui caractérise là aussi la manière dont on identifie du côté naturel nos priorités. C'est la notion d'irremplaçabilité. Ce sont des espèces qui sont menacées et qu'on trouve uniquement dans des espaces protégés qui sont ici figurés en vert ou en rouge, en violet. Et donc, ce sont des aires protégées qui contiennent des espèces dites irremplaçables, parce que si ces espaces protégés venaient à disparaître un jour, eh bien, les espèces qui en sont parties disparaîtront également, et il n'y a aucun moyen de pouvoir les reconstituer. Donc, il y en a une centaine qui ont été identifiées. Celles qui figurent en vert sont déjà inscrites, et celles qui figurent en violet seraient des candidats potentiellement intéressants pour de nouvelles candidatures sur la liste du patrimoine mondial. Donc vous voyez, beaucoup sont concentrés dans la zone amazonienne et dans les Andes, pour la partie américaine, et puis en Asie, notamment dans les contextes insulaires d'Indonésie particulièrement. Je n'oublie pas nos amis et nos collègues géologues, puisqu'il y a aussi des études qui ont été faites pour déterminer les lacunes de la liste du patrimoine mondial. Là, on va parler plutôt en termes de périodes, en fait. Donc, il y a des périodes dans l'histoire du vivant qu'on a tout à l'heure décrites, qui ne sont pas, ou peu, en tout cas, couvertes au jour d'aujourd'hui, par des sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial, donc je ne vais pas les citer, simplement vous mentionnez la toute première, donc le début finalement de l'histoire du vivant est assez peu présent, donc les sites fossilifères qui parlent du Cambrien ou du Précambrien, malheureusement sont assez peu représentés sur la liste du patrimoine mondial. Donc il y a beaucoup encore de lacunes à combler du côté des sites naturels. Alors pour comprendre aussi comment orienter nos priorités à l'échelle internationale, on a aussi des éléments, cette fois-ci moins techniques, qui nous sont offerts par les orientations de la Convention du patrimoine mondial. Il faut savoir qu'on ne peut inscrire chaque année qu'un quota maximal de 45 candidatures, tout confondu, nature ou culture, et que chaque État ne peut en faire que deux candidatures. Donc du coup, la Convention du patrimoine mondial a déterminé un certain ordre de priorité si jamais on venait à dépasser ce chiffre de 45 candidatures. Bien sûr, les États qui n'ont jamais eu de site inscrit seront prioritaires. Ceux qui n'en ont que 3 le seront également. Puis ensuite, ceux qui ont précédemment, donc les années précédentes, fait des propositions mais qui n'ont pas été retenues, sont également prioritaires en 3e niveau. Et là, j'arrive sur un 4e niveau, les biens du patrimoine naturel. Si jamais nous venons à dépasser ce quota de 45 candidatures, deviendraient immédiatement prioritaires par rapport à d'autres biens, en l'occurrence culturels ou paysages. Les biens mixtes viennent ensuite dans l'ordre des priorités de la Convention. Puis ensuite, vous avez les biens transfrontaliers donc, ou transnationaux, pas nécessairement contigus, donc qui seraient également prioritaires. Alors si vous êtes un bien naturel ou mixte, en plus transfrontalier et situé dans une des régions ici prioritaires, vous comprenez tout de suite que vous intéressez de près l'UNESCO et l'UICN. Donc là, vous avez effectivement un ordre de priorité géographique, puisque certains États ou certaines régions sont faiblement couvertes en site du patrimoine mondial. On voit ici l'Afrique, la zone Pacifique et Caraïbes. Après, il y a d'autres critères qui sont davantage d'ordre procédural, donc les États qui ont ratifié récemment la Convention du patrimoine mondial, et puis ceux qui n'ont pas soumis de propositions dans les 10 dernières années. Mais ça, c'est des éléments qui sont moins techniques.
Alors j'en viens maintenant aux acteurs, un petit peu vous montrer les caractéristiques, qu'est-ce qui singularise du côté naturel finalement, la manière dont on évalue ces valeurs, dont on vient de présenter ici quelques éléments. Vous avez ici un graphique qui est absolument incompréhensible, je vais essayer d'être didactique, qui vous montre les grandes étapes de la constitution d'un dossier de candidature sur la liste du patrimoine mondial. J'imagine que dans de précédentes interventions, vous avez dû avoir déjà des explications à ce niveau. Je ne vais donc pas rentrer dans le détail. Simplement vous dire qu'il y a 3 étapes principalement. La préparation du dossier, bien sûr, son évaluation et la décision in fine. Selon les sites culturels ou naturels, ça peut prendre plusieurs années, en général 5-6 ans, ça peut aussi s'étaler bien au-delà. Généralement, c'est bien sûr la phase préparatoire qui est élastique, entre guillemets. Les autres phases sont beaucoup plus rigides. Et vous le verrez. Donc la phase de préparation, elle concerne bien sûr les États parties. Alors dans le contexte français, il y a depuis maintenant presque 10 ans, 2004 en fait, un comité qui s'est mis en place à l'initiative des ministères, en l'occurrence de la culture, de la nature, écologie et des affaires étrangères, et qui a vocation à suivre les candidatures françaises jusqu'à leur présentation officielle devant l'UNESCO. L'intérêt, c'est qu'effectivement, on est à même de leur donner des conseils techniques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que finalement, il y a 2 polarités. Il y a une polarité culturelle qui est très marquée entre le ministère de la Culture et ICOMOS France, qui participe effectivement à cet effort d'accompagnement technique de candidature culturelle. Et puis, côté naturel, effectivement, le ministère de l'écologie et le comité français de l'UICN qui s'intéressent à leur portefeuille, entre guillemets, de sites naturels, donc très spécifiquement. Et donc, il y a assez peu, finalement, d'échanges ou de communication en dehors des réunions qui sont régulièrement organisées par ce comité. Donc, chacun a finalement son agenda et ses dynamiques d'accompagnement qui leur sont spécifiques. J'ai mentionné également le ministère des Affaires étrangères et un certain nombre d'experts qui interviennent à titre personnel. Donc cette phase préparatoire, elle est absolument fondamentale et elle concerne aujourd'hui une trentaine de sites inscrits, alors plus ou moins activement bien sûr, on le verra tout à l'heure. Après, on rentre dans la phase d'évaluation. Une fois que l'un des sites, ou 2 sites par État, est présenté devant l'UNESCO, eh bien, il y a une phase d'évaluation officielle. Là, on passe au niveau international. Donc, on oublie le comité français nous concernant. C'est maintenant l'UICN, en tant que secrétariat international, qui prend la relève et qui va, je vais vous montrer après dans le détail, faire l'évaluation des biens naturels. ICOMOS fera de même pour la partie culture. Vous voyez, on dualisme complètement, finalement, les 2 approches. Et la décision in fine, qui est prise 1 an et demi après ce cycle d'évaluation, elle intervient dans le cadre d'un comité du patrimoine mondial qui lui regroupe les États parties de la Convention, 21 d'entre eux, qui ont donc un rôle décisionnel. Je passe sur les différentes possibilités à l'issue de ces décisions. Pour me concentrer plus spécifiquement sur la manière dont on fabrique justement l'évaluation. Alors ça prend à peu près 1 an et demi en fait. Ce que vous voyez ici, c'est sur 1 an et demi. L'UICN reçoit les dossiers de candidature naturels qui lui sont fournis par l'UNESCO et puis ensuite engage sur une période grosso modo de 6 mois un processus d'évaluation sur le terrain en mobilisant également des scientifiques extérieurs. Ensuite, et c'est une particularité des biens naturels, il y a une expertise collégiale, donc c'est un panel, une commission qui se réunit chaque année en décembre, elle vient de se réunir il y a peu, et qui va évaluer, in fine, prendre donc un certain nombre de recommandations, la proposition ou les propositions qui lui sont soumises. Un rapport est ensuite fourni l'année suivante au comité du patrimoine mondial qui, lui, bien sûr, décide. Vous voyez, on est sur un processus qui fait intervenir un très très grand nombre d'expertises et qui surtout fonctionne sur la collégialité, et ça, c'est un élément absolument essentiel. Alors, côté culturel, le procédure est un petit peu différente, ne fait pas intervenir forcément les mêmes dispositifs, mais il y a vraiment une singularité et c'est important de le mentionner. Ça ne suit pas forcément les mêmes logiques, même si bien sûr il y a la même rigueur qui est appliquée dans les 2 cas. Alors ce qui est intéressant, je n'ai pas résisté à la tentation de vous présenter cela, c'est qu'il y a des évolutions dans la mise en œuvre de la Convention du patrimoine mondial, notamment entre les recommandations qui sont soumises par les organisations consultatives, qui ne sont que des organisations consultatives, dont acte l'UICN comme ICOMOS, formule des recommandations d'inscription ou non-inscription d'une proposition de candidature. Vous voyez que dans les années 2005, les recommandations étaient très largement suivies par le comité du patrimoine mondial. À peu près 3 recommandations sur 4 étaient suivies par la même décision. L'UICN ou ICOMOS recommandait une inscription, le comité inscrivait. Et dans un cas sur 4, c'était diversement apprécié, mais pas en total désaccord. En revanche, vous voyez, en 2012,
on a inversé complètement la tendance. C'est-à-dire que nous produisons des rapports, des évaluations, avec des recommandations derrière qui sont suivies assez peu finalement par le comité du patrimoine mondial. Généralement, pour vous donner un exemple, lorsque l'UICN ou ICOMOS recommande une non-inscription ou un différement, le bien sera simplement renvoyé, donc remis à un prochain examen. Lorsque nous recommandons éventuellement un renvoi parce que nous estimons que certains éléments du dossier méritent d'être renforcés, il arrive très souvent que le bien soit finalement inscrit. Donc ça, c'est une évolution très forte dans la manière dont les valeurs finalement sont interprétées ou finalement aussi inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Il n'y a pas qu'un processus finalement technique, il y a aussi un processus beaucoup plus décisionnel, plus politique qui intervient. Il est bon d'en avoir conscience. Alors, un certain nombre de limites de cette convention, qui par ailleurs, moi je suis évidemment un fervent défenseur de la Convention du patrimoine mondial, n'y voyez pas un élément de critique, simplement vous dire que cette convention, elle n'a jamais su se départir finalement de sa génétique originelle. C'est une convention qui a voulu intégrer le patrimoine naturel et le patrimoine culturel. Mais ce faisant, elle a maintenu un dualisme évident entre les deux logiques de fonctionnement, nature et culture. On l'a vu tout à l'heure, les critères évidemment ne sont pas les mêmes, on a des typologies différentes, des procédures sont différenciées également, on a des organisations consultatives distinctes selon que l'on s'adresse au patrimoine culturel, au patrimoine naturel, les experts ne sont pas les mêmes, ne sont pas forcément habitués à travailler ensemble non plus, et on peut le comprendre. Et puis surtout, ça procède d'une vision très particulière, qui est loin d'être universelle finalement, d'une représentation de la nature. Vous avez mentionné tout à l'heure Philippe Descola, qui s'est attaché justement à décrire les différentes cosmologies ou représentations de la nature. Bien là, très clairement, on s'inscrit dans une vision très européenne, très occidentale, j'oserais même dire, de la nature, qui est loin d'être partagée, vous l'imaginez, par d'autres représentations, en particulier, et je vais vous montrer, en Amérique ou en Australie. Vous avez là... c'est très rapidement hein, ce schéma, une synthèse justement des différentes cosmologies que Philippe Descola s'est attaché à décrire et à singulariser. Vous avez celle qui concerne ce qu'il appelle le naturalisme, où l'on considère qu'il y a des différences, ce qu'il appelle les physicalités, en fait, c'est l'élément matériel hein, entre l'homme et la nature, l'animal ou la plante. Donc vous avez des différences d'intériorité. L'âme, l'esprit entre l'homme et l'animal est clairement différent. Ben oui, effectivement, on se sent dans le degré d'évolution plus important. Par contre, il y a une ressemblance au niveau physique, puisque nous partageons l'ADN, nous sommes issus du même processus de développement cellulaire, etc. Mais vous avez d'autres cultures, je pense notamment les chasseurs et certeurs d'Amérique du Sud, qui ont une autre approche, qui considèrent au contraire qu'il y a une continuité de l'intériorité, que l'esprit peut circuler d'un animal à un homme, à une plante, etc. Donc vous voyez, ces représentations sont très différentes et notre vision très dualiste, qui est totalement discontinuée, enfin qui crée une discontinuité entre nature et culture, n'est qu'une finalement des combinaisons possibles à l'échelle mondiale et elle est donc absolument pas universelle. Elle est simplement prégnante dans la Convention du patrimoine mondial. Alors malgré tout, bien sûr tout le monde en est conscient de cette division permanente, il y a quand même des tentatives de réconciliation entre guillemets entre ces deux visions. Alors d'abord dans les évaluations, puisqu'on travaille depuis peu à faire des évaluations conjointes, communes entre ICOMOS et UICN, dans des biens mixtes par exemple, donc les experts travaillent davantage ensemble, c'est en cours, hein, c'est un travail qui va aboutir d'ici 1 an ou 2. Et puis il y a la notion de paysage culturel qui s'est voulu justement un des éléments d'intégration entre les visions naturalistes et les visions plus culturelles. Même si, jusqu'à aujourd'hui, on considère encore que les valeurs naturelles sont assez peu reconnues finalement dans ces dispositifs. Mais un progrès a été fait en la matière. Sur l'inclusion des populations locales et autochtones, et donc de leur vision de la nature, là aussi, il y a de nombreux progrès qui ont été accomplis. On l'a vu tout à l'heure, hein, depuis les années 2000, en tout cas, c'est clairement acté comme tel, même si elle reste encore trop partie prenante et moins acteur, finalement, de la démarche patrimoniale. Il y a encore, évidemment, des progrès à faire en ce sens. Et un petit élément d'actualité, pour vous mentionner le Congrès mondial des parcs qui s'est tenu, j'en parlais tout à l'heure en Australie le mois dernier. À l'occasion d'un certain nombre d'ateliers, cette proposition a émergé de supprimer la distinction entre les sites naturels et culturels du patrimoine mondial. On verra ce qu'il en sera à l'avenir. Si cette proposition sera retenue, elle a émané d'un des groupes de travail de ce congrès. Et puis vous avez malgré tout aussi encore quelques tendances, alors conflictuelles, c'est pas véritablement le mot, j'ai cherché quelque chose pour
pour expliquer cette différenciation. Simplement, vous avez encore une réflexion sur la dimension culturelle de certains critères naturels. On parlait tout à l'heure des paysages naturels, ce critère. Bien, certains souhaiteraient plutôt le transformer en critère naturel, parce qu'effectivement, un paysage se donne à voir, mais pour le voir, il faut un observateur. L'observateur, par définition, il est humain, donc on est bien, selon effectivement ces experts, dans une logique culturelle. Ceci dit, on pourrait aussi étendre cela aux autres critères, puisque la géologie, l'histoire du vivant, il faut pouvoir la décrire. La notion de stade d'évolution, elle est totalement culturelle. C'est bien sûr un produit d'une discipline scientifique qui se repense et qui évolue elle-même. Les échelles géologiques évoluent, on le sait, au sein de cette discipline, elles n'ont pas toujours été les mêmes. Et puis, la même chose pour la biodiversité, il faut bien quelqu'un pour la mesurer. Et le concept même de biodiversité a émergé dans les années 80, il est là aussi culturel, il procède d'une vision culturelle de la nature, qui est loin là aussi d'être universelle. Donc on comprend qu'effectivement, il y a encore un vrai travail de fond à mener sur cette division nature et culture. Et puis à l'inverse, vous avez aussi des mouvements de resserrement sur la vision naturaliste, puisqu'il y a des débats qui émergent de plus en plus sur la notion de wilderness, donc très difficilement traduisible finalement, nature sauvage, naturalité, haute naturalité, donc pour reconnaître justement les espaces de forte naturalité. Puisque certains experts au sein de l'UICN, il faut le savoir, c'est un débat, nous disent très bien, vous nous parlez de bien naturel, mais est-ce qu'ils sont si naturels que cela ? Est-ce qu'on ne peut pas éventuellement faire l'effort de mesurer le niveau de naturalité, certains ayant été dégradés, vous avez des forêts qui paraissent naturelles aujourd'hui mais qui en fait n'ont que 2 siècles. Donc certains s'attachent justement à aller plutôt vers du plus naturel. Donc on le voit, les débats sont loin d'être clos et ça promet de passionnants échanges dans le cadre de la Convention du patrimoine mondial. Donc j'en ai fini avec cette première partie un petit peu contextuelle sur finalement la caractérisation des biens naturels. Et ce que je me propose maintenant, c'est de vous parler de ce qui m'apparaît être vraiment aujourd'hui les défis présents et à venir, à savoir à la fois les déséquilibres qu'on peut aujourd'hui observer sur la liste du patrimoine mondial. Je ne parle là que des éléments naturels, mais également des défis, et c'est pour moi et également pour l'UICN un élément essentiel, les défis en matière de protection et de gestion, puisqu'on est encore assez loin du compte. Je suis vraiment très désolé pour la qualité de la carte. En fait, c'est une extraction du site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez là, en fait, sous la forme de points, les sites naturels inscrits actuellement. Alors, sur la carte, vous voyez des points rouges qui correspondent à des sites en péril, mais il s'agit bien de sites naturels également. Un petit peu de chiffres clés, c'est bien d'avoir ces notions et ça aide justement à appréhender ces déséquilibres donc, que je vous mentionnais. Nous n'avons aujourd'hui qu'un site sur 4 qui est naturel sur cette liste du patrimoine mondial, donc seulement un quart, si tant est qu'on y additionne les sites mixtes. Sinon, c'est 197 sites naturels actuellement inscrits. Ça représente cependant, ils sont moins nombreux, mais beaucoup plus étendus, puisque vous le verrez après sur des cartes, il y a parfois des zones économiques exclusives entières qui sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial. Donc actuellement, c'est 279 millions d'hectares qui sont recouverts par des sites naturels, et c'est aujourd'hui 8%, c'est vraiment considérable, 8% de la superficie des aires protégées à l'échelle mondiale. Pour votre information, il y a aujourd'hui plus de 170 000 aires protégées dans le monde. Donc 8% de la superficie est aujourd'hui inscrite sur la liste du patrimoine mondial. Des biens naturels, on n'en trouve pas dans les 160 pays qui ont signé la Convention du patrimoine mondial. C'est un petit peu plus de la moitié, donc 96 aujourd'hui. Avec là, vous le voyez, des déséquilibres géographiques extrêmement marqués. La grande majorité des sites sont situés en Europe et en Amérique du Nord, mais également en Asie-Pacifique. Et puis, vous voyez, les États arabes ou en Amérique latine sont encore en déficit, entre guillemets, de représentation. Donc, il y a des déséquilibres géographiques très, très importants. Vous avez vu tout à l'heure les petites pastilles rouges sur la carte. Donc, il y a 19 sites naturels qui sont actuellement inscrits sur la liste en péril. Liste qui n'a pour vocation que de mettre en place justement un effort de coopération accru entre les États parties pour essayer évidemment de trouver des solutions aux menaces auxquelles ils sont confrontés. Autre déséquilibre très important, ce sont les déséquilibres tout simplement des écosystèmes, puisqu'on parle de biens naturels, mais on s'aperçoit que la grande majorité des sites sont des sites forestiers. Les sites naturels sont donc essentiellement des forêts et maintenant un petit peu plus des sites marins.
Seulement 46 quand même, on peut s'en étonner, sachant que 70% de la superficie de la Terre est couverte par des océans. Donc on a encore beaucoup d'efforts à faire pour couvrir davantage les écosystèmes marins. Je suis désolé pour l'anglais, vous avez là en fait une liste des 10 sites les plus étendus à l'échelle mondiale, les sites marins pour la plupart, hein, les 3 premiers et même le 4e sont majoritairement situés sur les océans, ça explique aussi une partie de leur superficie. Les îles Phoenix, vous voyez, c'est à peu près la superficie de la France qui est couverte et inscrite sur le patrimoine mondial. Alors, quelques petits éléments, les chiffres encore, mais je vais aller très très vite pour vous rappeler la proportion, un petit graphique qui vous explique finalement comment se répartissent ces sites naturels par rapport aux sites culturels, donc on le voit, seulement un quart, et puis quelques petits sites mixtes et également 41 au total. La répartition au niveau international, plus la couleur est chaude, rouge, plus vous avez de sites. Donc là, on voit très clairement, mais c'est plutôt la culture qui influence. La Chine est très particulièrement représentée et également très active dans son dynamique d'inscription de nouveaux sites. Donc il est fort à parier que les déséquilibres que vous voyez ici sur cette carte se maintiennent sur le long terme. Donc l'Europe, l'Amérique et la Chine vont être a priori encore pour de longues années les principales régions avec des sites au patrimoine mondial. Il est quand même intéressant de noter qu'entre sites culturels et sites naturels, on n'a pas tout à fait les mêmes déséquilibres. Vous voyez ici, l'Europe se singularise par une très très forte concentration de sites culturels. En revanche, pour les sites naturels, on est à peu près au même niveau d'un continent à l'autre, exception faite des pays arabes. Mais grosso modo, ça tourne autour de 50, 45, 55 sites naturels dans la plupart des continents. Il est intéressant aussi d'avoir une vision un petit peu plus diachronique pour apprécier justement l'évolution de ces biens, de cette typologie dans le temps. Alors on voit que dans les années 90 à 2000, l'Europe, l'Amérique du Nord, entre guillemets, ont fait le plein en matière d'inscription. C'est là qu'elles ont accumulé les biens qui sont aujourd'hui inscrits en grande majorité et qui ont fait cet écart, qui ont creusé cet écart avec les autres régions. En revanche, les régions actuellement qui tentent à prendre un petit peu le dessus, et c'est en lien avec la géopolitique et on le comprend très bien, c'est la région Asie-Pacifique. Je passe très vite pour vous montrer un petit peu les types de biens, leur évolution en termes d'inscription dans le temps, là encore depuis les années 70 jusqu'à nos jours. On voit une très forte irrégularité dans l'inscription de biens culturels. Donc là encore, on retrouve notre période des années 90-2000. Et quant aux biens naturels, il y a une relative stabilité finalement dans le nombre de biens qui sont proposés à inscription chaque année. Ça oscille grosso modo entre 5, 7 et 8 sites par an. Donc une relative stabilité finalement dans le processus d'inscription et puis une relative bonne dispersion à l'échelle internationale, exception faite de la région donc des États arabes. En revanche, un très fort déséquilibre avec les biens naturels et culturels, pardon. On l'a pu l'apprécier tout à l'heure, les forêts sont grosso modo la plus grosse proportion d'écosystèmes représentés actuellement. Donc là, un déséquilibre clairement écologique. Pourquoi s'est-on attaché à préserver les forêts? Sans doute parce que c'est là qu'on a le plus grand nombre d'espaces protégés actuellement. C'est d'ailleurs là que le mouvement de la conservation de la nature s'est un peu originé finalement dans la foresterie. On y trouve également en grande bonne représentation les zones humides qui présentent là aussi des enjeux de biodiversité importants. On a mentionné tout à l'heure la convention de Ramsar. Finalement, la convention du patrimoine mondial, on le voit ici, a aussi un enjeu fort sur cet écosystème. Et puis les zones alors de roches, alors là ce sont des roches non fertiles, ça correspond en réalité à des zones géologiques, donc tous les biens géologiques sont classés dans cette portion du camembert. Mais on le voit, des écosystèmes très peu représentés, les savanes sont sous-représentées, les mers 6% seulement des biens, alors que, encore une fois, c'est les 2/3 de la surface terrestre. Les déserts, là encore, trop peu représentés. Donc beaucoup d'efforts à faire pour améliorer l'équilibre entre les écosystèmes. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que la plupart des biens naturels inscrits sur la liste du patrimoine mondial le sont pour 2 critères. Donc souvent, il y a des associations intéressantes, en général entre les critères esthétiques et géologiques, et puis entre les critères de biodiversité, dont d'ailleurs, je dois avouer, on a parfois du mal à faire la distinction entre processus de biodiversité et puis finalement les zones importantes issues de ces mêmes processus. Donc il y a évidemment des liens entre ces 2 critères 9 et 10 qui expliquent qu'ils soient très souvent associés. Ici, vous avez la répartition et on voit aussi des équilibres assez forts dans les valeurs qui sont portées devant l'UNESCO.
Clairement, les valeurs esthétiques. Donc, beaucoup de sites naturels sont inscrits en fait pour des raisons de paysage, de beauté esthétique. Et puis, bien sûr, la biodiversité, à la faveur notamment du mouvement de conservation qui s'est développé dans les années 70-80. L'évolution dans le temps, je passe très très vite de l'usage, de l'utilisation de ces valeurs, c'est intéressant aussi à noter. On voit finalement que le critère 7 qui apparaît ici en fait a été très très largement référencé dans les années 80-90 avant de décliner très fortement. Donc aujourd'hui, si on devait faire une courbe de tendance, on pourrait considérer que c'est un critère qui a de moins en moins d'avenir, contrairement au critère de biodiversité qui, lui, tend à émerger, donc il apparaît avec les petits carrés ici, et il est amené à se développer davantage. Quant au critère géologique, on observe une relative stabilité dans le temps. Donc vous voyez des mouvements qui s'exercent en fait. Pour l'aspect esthétique, ça peut se comprendre en fait. On a commencé à inscrire les biens les plus iconiques en quelque sorte, et par le jeu de l'analyse comparative, il devient de plus en plus difficile d'inscrire des biens qui peuvent démontrer la plus-value en termes de beauté esthétique par rapport à ce qui existe déjà. Donc c'est de plus en plus difficile de prouver une plus-value en matière esthétique par rapport à la plupart des sites déjà inscrits. Alors, ce qui est très intéressant, maintenant on va faire un petit focus sur notre pays, c'est de voir comment les biens actuellement français, donc inscrits, s'organisent. Alors vous avez ici à gauche un graphique qui vous représente la répartition des biens naturels. Actuellement c'est 8% seulement, 4 sites mixtes et naturels inscrits en France sur la liste du patrimoine mondial. Donc une très grosse majorité, donc les 35 restants, sont culturels. Et quand on regarde maintenant la liste indicative, donc cette liste des futures candidatures que la France portera un jour peut-être, peut-être pas les 38, il y en aura sans doute aussi davantage par la suite, on s'aperçoit qu'on a aussi des déséquilibres, ce qui laisse présager finalement que cette différence finalement de représentation entre les biens naturels et les biens culturels va perdurer sur le temps long, en tout cas dans le contexte français, puisqu'on a seulement 12% de biens naturels qui sont proposés pour de futures inscriptions sur le patrimoine mondial. Par contre, on le voit ici, il y a davantage de biens mixtes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle et qui montre effectivement, biens mixtes et patrimoine et paysages culturels, qui montre qu'effectivement on est davantage dans une volonté de lier les deux visions patrimoniales. Petite répartition de nos sites naturels, alors ça va aller très vite puisqu'on en a 4. Je passe sur les sites culturels que vous connaissez mieux que moi. Donc les sites mixtes, il y en a un, c'est Pyrénées-Montperdu, donc qui est un bien en plus transfrontalier partagé avec l'Espagne, donc le parc des Pyrénées et Monte Perdido côté espagnol. Et c'est le seul site mixte que nous ayons à ce jour. Quant aux biens naturels, ils ont la particularité en commun d'être dans des contextes insulaires. Vous le voyez, Nouvelle-Calédonie, Réunion et Corse, il se trouve que la France a proposé des biens naturels dans des îles, dont 2 sont situés dans nos territoires d'outre-mer. Et on va justement les voir alors très rapidement. Donc vous avez ici la représentation du domaine français, donc domaine maritime et terrestre. Donc le premier site, Golfe de Porto, je prends dans l'ordre chronologique d'inscription, l'a été pour des considérations esthétiques. Effectivement, les falaises de porphyre rouges, en plus accentuées par les couchers de soleil, sont absolument magnifiques. Le critère 8, parce qu'il y a de la géologie, effectivement, qui explique ces phénomènes esthétiques. Et le critère de biodiversité. Ensuite, le deuxième site que nous avons inscrit, site mixte, le Mont Perdu et Pyrénées, avec l'Espagne, lui intègre à la fois des critères culturels, des critères naturels, et également la conception de paysages culturels. Il a été inscrit en 97, 5 ans après la définition de ce nouveau concept. Donc là, ce qu'on met en avant, c'est bien sûr la prégnance, le rôle que l'activité agropastorale a pu avoir dans le façonnement de ces paysages, bien sûr encore marqués par ces activités toujours présentes. Passons maintenant à nos territoires d'outre-mer, les 2 derniers qui ont été inscrits par la France, les lagons de Nouvelle-Calédonie, donc qui sont eux des biens naturels, donc pour notamment la Grande Barrière de Nouvelle-Calédonie, qui est la 2e d'ailleurs au niveau mondial, après celle que nous avons pu voir tout à l'heure en Australie. Et la Réunion, elle, a été classée en 2010 pour des critères à la fois esthétiques et en même temps de biodiversité. Donc on retrouve toujours finalement ce critère esthétique, vous l'avez vu, il est présent pour tous les sites naturels, c'est une caractéristique française. Et là, le critère de biodiversité, parce qu'effectivement, comme on est dans un contexte insulaire, on a des espèces exceptionnelles qu'on ne trouve nulle part ailleurs, donc des espèces endémiques. Voilà un petit peu ce panorama très très rapide de nos biens naturels.
Maintenant, ce que je voulais partager avec vous, c'est le deuxième défi. Défi à la fois présent et futur, et je vais en finir sur cet aspect-là avant de conclure, c'est les enjeux de gestion. Très clairement, aujourd'hui, la Convention du patrimoine mondial, et particulièrement le patrimoine naturel, fait face à de très nombreuses menaces, et je tiens justement à vous en faire quelques exposés. Au niveau de l'UICN, on a toujours considéré que la valeur universelle exceptionnelle ne se cantonnait pas juste à ces critères ou à cette typologie que j'ai pu vous décrire jusqu'à présent, mais qu'il fallait également considérer 3 autres éléments. Donc bien sûr l'état de conservation, on ne présente pas devant l'UNESCO un état de conservation mauvais ou mineur, et surtout la protection et la gestion. Puisqu'on s'engage à présenter devant la communauté internationale des biens exceptionnels, il faut aussi que l'État puisse être en mesure de les préserver sur le long terme. C'est une responsabilité devant la communauté internationale. Et donc il faut satisfaire également à la protection et la gestion de ces sites. Et c'est sur cet aspect-là que j'aimerais focaliser un petit peu notre attention. L'UICN a produit il y a peu, en fait, quand je dis il y a peu, il y a un mois, puisque cet élément vraiment est d'actualité très récente, un panorama qui fait état de l'état de conservation des biens naturels à l'échelle mondiale. Donc je vais pouvoir vous délivrer un état des lieux rapidement de biens naturels, donc de la totalité de ces biens. Ce travail a été fait sur l'ensemble des sites. Pour vous dire que les 2 tiers d'entre eux, actuellement, sont considérés comme étant en bon état de conservation, ce qui est plutôt rassurant, mais on a quand même 1 tiers qui, lui, présente des préoccupations de gestion ou d'état de conservation, et surtout, et ça c'est particulièrement préoccupant, 8% d'entre eux sont dans un état critique, et on verra après dans quelle région particulièrement. C'est préoccupant parce qu'on est dans une convention qui s'est attachée à mettre en place un système de coopération internationale pour justement éviter ce type d'écueil, et c'est préoccupant aussi parce que ces sites forcément ont une signification extrêmement importante à l'échelle mondiale, et donc on perd là une mémoire dans l'histoire de la Terre et du vivant. Je suis désolé pour la lisibilité de ce schéma qui est assez mauvaise, simplement je vais donc le commenter oralement pour vous dire que là ont été représentées sous une forme graphique les différentes menaces qui sont principalement d'origine anthropique, qui pèsent sur ces sites et qui expliquent qu'on ait ces problématiques aujourd'hui de gestion. La première des menaces, elle concerne 92 sites à l'échelle mondiale, c'est quand même près du tiers, c'est l'usage des ressources biologiques trop intensif, y compris dans les sites du patrimoine mondial, naturel. On a encore trop de pression par la pêche, la chasse et éventuellement aussi le braconnage sur les ressources biologiques. Et donc ça, c'est une des principales menaces au jour d'aujourd'hui qui fragilise beaucoup de sites. D'autres menaces, c'est bien sûr la pollution, malheureusement, des eaux et des sols, liées en particulier aux activités agricoles. Les espèces exotiques envahissantes qui constituent évidemment une menace forte à l'échelle mondiale sur la biodiversité. Donc vous voyez, il y a malheureusement énormément de types de menaces qui pèsent aujourd'hui sur les biens naturels. On a fait l'effort à l'échelle mondiale de se projeter en questionnant des gestionnaires de sites sur les menaces à venir, comment ils voyaient les choses dans 10, 20 ans. Et là, en fait, on voit qu'il y a des gros changements, donc c'est exactement les mêmes catégories, mais les changements climatiques qui étaient ici, vous voyez, en vert clair pour 35 sites extrêmement problématiques, vont devenir la principale menace sur les 10 ou 20 prochaines années à l'échelle mondiale. On estime que 45 sites du patrimoine mondial en souffriront directement, principalement des sites littoraux, côtiers, marins, du fait du déplacement d'espèces tout simplement, du blanchissement de coraux. Il y a un certain nombre de phénomènes de ce type qu'on observe d'ores et déjà dans certains écosystèmes. Et une autre menace très importante, c'est la deuxième, c'est la production énergétique et minière, qui d'ores et déjà est aussi une menace très très forte dans certains sites et qui malheureusement va s'accroître. Ce qui est inquiétant en fait, c'est que ces 2 menaces, elles sont globales et surtout elles sont totalement indépendantes des gestionnaires. On est là sur des choses qui échappent à la capacité de contrôle des gestionnaires de sites, que ce soit les changements climatiques ou les pressions liées à la production énergétique et minière, pétrolière. Ce sont des menaces sur lesquelles nous n'avons pas de prise à l'échelle des sites et qui vont donc nécessiter une intervention internationale, ce qui rend d'ailleurs d'autant plus pertinent l'outil patrimoine mondial, puisqu'il est censé justement intervenir à une échelle globale. Très rapidement, ce qui est intéressant de voir, c'est que les menaces ne pèsent pas de la même manière sur les différentes valeurs naturelles. Vous avez ici les 4 critères, donc les valeurs naturelles esthétiques, qui sont plutôt dans un bon état de conservation pour les 3/4 des sites, à peu près. Et puis, on a quelques sites qui sont en état critique, principalement menacés, par exemple, par des infrastructures ou des installations, par exemple, je pense en particulier aux éoliennes, donc énergétiques.
Le critère 8, critère géologique, qui concerne un petit peu moins de sites, est sans doute celui qui présente le meilleur état de conservation, et on peut comprendre pourquoi. Très très difficile d'endommager un volcan ou une montagne, donc effectivement l'état de conservation est jugé plutôt très satisfaisant de manière globale. Là où les préoccupations sont plus fortes, malheureusement, c'est sur les sites reconnus pour l'importance de leur biodiversité. C'est un constat qu'on peut faire à l'échelle mondiale dans des aires protégées, hors patrimoine mondial également. Donc on le voit, le critère 9 et le critère 10 sont à peu près aux 2 tiers d'entre eux en bon état de conservation, mais il y en a quand même un taux très important de sites en état critique, donc pour lesquels on anticipe éventuellement la disparition à terme d'espèces ou d'habitats. En matière de gestion, eh bien, là, on a quelques soucis, effectivement, puisqu'il y a une bonne proportion, majorité, grosso modo, de sites qui sont considérés comme étant bien couverts par un statut de protection et un système de gestion adéquat. En revanche, vous voyez, il y a quand même des préoccupations dans à peu près 1/3 des sites du patrimoine mondial, parce que tout simplement, il n'y a pas de plan de gestion, parce que les gestionnaires eux-mêmes n'ont pas les moyens pour mettre en place la protection suffisante pour lutter contre le braconnage, par exemple. Et puis, il y a quand même 13% de sites qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour assurer justement la protection à long terme. Vous avez un site internet qui est à votre disposition, je pourrais vous transmettre les références qui vous permettent d'aller voir site par site justement l'état des lieux de ces différentes menaces. Si on regarde une projection géographique de l'état de conservation, on s'aperçoit que les sites qui sont bien gérés ou en bon état de conservation sont plutôt situés en Europe, en Australie et dans la zone Pacifique, en particulier en Chine. Les sites en bon état de conservation avec quelques préoccupations qu'on considère plutôt mineures, en tout cas solvables, sont assez bien répartis à l'échelle planétaire. Donc il faut savoir que nos 4 sites français sont dans cette catégorie. Donc des menaces qu'on considère pouvant trouver une solution à court et moyen terme. Là où nous sommes plutôt préoccupés, bien sûr, ce sont pour les sites que vous voyez ici mentionnés, qui se trouvent dans les pays du Sud pour la plupart, parce que liés à des problématiques de développement, donc d'insuffisance de capacité de gestion et de financement pour mener à bien l'effort de protection. Et malheureusement, dernière catégorie critique, on va trouver là un nombre de sites importants en Afrique subsaharienne, en grande partie liés à la situation politique que vivent certains de ces États. Si on revient dans le contexte européen et qu'on souhaite voir un petit peu la hiérarchie des menaces qui pèsent actuellement sur les sites naturels du patrimoine mondial, eh bien on voit que ce sont surtout les activités touristiques qui posent de gros problèmes. 11 sites sont concernés pour les impacts touristiques et les infrastructures également. Ça peut aller la construction de téléphériques dans les Alpes, par exemple, éventuellement des villages vacants, et voilà, qui posent effectivement des problèmes en termes d'intégrité. Également, la gestion de l'eau, la construction de barrages, on revient sur ces enjeux énergétiques et les espèces exotiques envahissantes qui concernent encore plus fortement dans les contextes insulaires, je pense en particulier à La Réunion. Sur les aspects de gestion, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de sites qui sont inscrits actuellement sur la liste en péril. Alors ce mécanisme, il a vocation à déclencher un mécanisme de coopération internationale. Ce n'est pas une sanction, au contraire, c'est l'objectif de cette disposition, c'est de faire en sorte que des soutiens techniques soient apportés par les organisations consultatives pour essayer de trouver des solutions. Et des mécanismes financiers sont également prévus. Alors il se trouve, et c'est concordant avec ce que l'on vient de voir tout à l'heure, on a à peu près une répartition concentrée sur l'Afrique subsaharienne, mais également, et ça c'est un fait différent, sur la partie andine et mésoaméricaine de sites actuellement inscrits sur cette liste en péril. Et malheureusement, on est plutôt dans une phase d'augmentation de cette liste. Alors au tout début, dans les années 80, vous voyez, il y avait quelques sites, ils étaient au nombre de 3, et puis on a trouvé les solutions suffisantes pour finalement les faire sortir de cette liste, donc le système fonctionnait correctement. Là maintenant, on est plutôt dans un processus cumulatif et plutôt en accélération malheureusement. Quelques exemples, le parc des Virunga, qui est très emblématique de ce point de vue, qui souffrent d'activités illégales. En l'occurrence, ce sont les activités de braconnage, l'exploitation minière et pétrolifère avec une forte pression de certaines entreprises pour exploiter les sous-sols, en tout cas les explorer pour le moment. Et puis, vous le savez, c'est la République démocratique du Congo. Il y a énormément de problèmes liés à la situation politique qui crée également une forte pression sur ce site qui a pour caractéristique d'abriter des populations de gorilles absolument extraordinaires. Actuellement, vraiment sous forte pression. Un autre exemple dans le même pays, la République démocratique du Congo, avec la réserve à faune de faune à Okapi,
Là aussi, le braconnage, qui est vraiment un fléau à l'échelle du continent africain, on le sait, notamment sur les éléphants et dans d'autres sites sur les rhinocéros, des espèces qui sont vouées à disparaître dans les prochaines décennies. Hein. Les éléphants, ils disparaissent à hauteur de plusieurs milliers d'individus par an. Donc, a priori, dans 50 ans, certains d'entre eux, certaines espèces ou sous-espèces disparaîtront définitivement. Les activités minières sont également très très importantes et forte pression qu'elles exercent sur ce site. L'exploitation du bois illégale, donc vous voyez, il y a malheureusement un très grand nombre de menaces qui pèsent sur la biodiversité. Pour sortir de l'Afrique, le parc des Everglades aux États-Unis, donc vous le savez, il y a eu une catastrophe dans le golfe du Mexique avec la plateforme pétrolière Deep Horizon Water qui a donc fui, hein, il y a eu une rupture d'alimentation. Et donc aujourd'hui, pollution marine très importante, ça se ressent sur ce bien qui est classé sur la liste en péril. Donc il y a également les pollutions telluriques, donc d'origine agricole, qui sont manifestement très importantes, avec une contamination des rivières. On est quand même dans un site humide qui est à l'interface entre la terre et la mer, donc l'eau est un élément vital pour la préservation à long terme. Et là, évidemment, il y a des menaces multiples. Alors à l'échelle mondiale, on constate une érosion continue de la biodiversité. Vous avez ici en fait un indice qui a été publié par WWF qui s'intitule l'indice Planète Vivante et qui mesure depuis les 40 dernières années l'évolution des populations d'un certain nombre d'espèces, surtout en fait des mammifères, des oiseaux, des reptiles, qu'on suit régulièrement. Donc on les comptabilise et puis on regarde combien il en reste chaque année. Là, à peu près, dans les espaces protégés, on a une diminution de 18% de ces populations. Donc y compris dans les aires protégées, il y a près de 20% des populations qui diminuent. En revanche, on est à peu près à 40% à l'extérieur des espaces protégés. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un impact positif de la conservation, mais qu'on est encore loin du compte pour pouvoir enrayer les dynamiques d'érosion de la biodiversité. Et malgré tout, on observe parallèlement, il n'y a jamais eu autant d'espaces protégés créés dans le monde, puisqu'on double leur superficie tous les 10 ans. Donc il y a un paradoxe à voir la biodiversité diminuer d'année en année, tandis que les espaces protégés tendent à augmenter, particulièrement maintenant dans le domaine maritime, puisqu'ils couvrent presque 8%, 8,5% à peu près, des zones économiques exclusives des différents pays. Donc ça veut dire que l'effort de conservation doit être maintenu, doit être poursuivi, et qu'on doit également veiller, c'est peut-être là l'enjeu principal, à renforcer la gestion des sites actuellement inscrits. Donc juste un petit message, ou quelques messages en guise de conclusion, j'espère ne pas avoir été trop long. Donc effectivement, la Convention du patrimoine mondial, ça reste malgré tout un outil fondamental, essentiel pour la préservation des sites naturels les plus exceptionnels. On n'a que cet outil-là pour préserver ces sites vraiment exceptionnels, et en plus avec l'enjeu de les intégrer avec les sites culturels. Donc il faut garder absolument ce mécanisme et veiller à son renforcement. J'insiste aussi sur un fait, et ça c'est un message qui a été, je dirais, émis à l'occasion du Congrès mondial des parcs, dont je vous parlais tout à l'heure à plusieurs reprises. L'exceptionnel doit impérativement rester exceptionnel. Il ne faut donc pas s'évertuer à vouloir inscrire des sites au motif qu'il y a une fierté patrimoniale ou des enjeux de développement territorial qui, effectivement, font lorgner du côté de la Convention du patrimoine mondial comme un levier intéressant. Il faut vraiment s'attacher à répondre à des lacunes. On a vu tout à l'heure, il y en a. Et donc, si on s'aperçoit que dans un pays, il y a une lacune et que ce site pourra y répondre, eh bien, essayer de motiver ces candidatures pour effectivement rester dans cette exigence absolue de l'exceptionnalité de la Convention. On a encore une fois cette nécessité d'être dans le superlatif, l'exceptionnel, et donc on a un outil merveilleux qu'on doit sauvegarder. La Convention du patrimoine mondial, c'est là encore le seul outil à l'échelle internationale qui permet de relier la nature et la culture. Et bien, continuons à faire cet effort de rapprochement entre les deux patrimoines, entre les deux procédures. En étendant les sites mixtes, on a de bonnes raisons d'espérer que la France y contribuera dans les prochaines années. En développant des évaluations conjointes pour essayer de rapprocher les méthodes et donc la construction de ces valeurs entre nature et culture. En reconnaissant en sorte dans les paysages culturels un petit peu plus aussi les éléments naturels. Ça aussi, ça sera une contribution forte qui permettra de mieux faire interagir les deux patrimoines. Et puis pourquoi pas, c'est une suggestion que l'UICN fait, d'appliquer cette méthodologie de l'état de conservation qu'on a fait donc pour les biens naturels et bien aux biens culturels, de façon à disposer d'un panorama qui nous aidera ensuite à identifier des solutions pour renforcer la gestion. Quelques messages du Congrès mondial des parcs donc de Sydney sur justement ces aspects de renforcement de la gestion et de la gouvernance.
Donc effectivement, restaurer les sites menacés, ça devient une urgence. Il faut bien sûr renforcer la protection, mais il faut surtout restaurer ce qui a été dégradé et s'employer à mettre en place des mécanismes d'entraide entre les pays qui ont ces savoir-faire et les pays qui les nécessitent. Continuer, et ça c'est absolument essentiel parce qu'elle présente une menace très importante, à limiter, à interdire toute activité industrielle extractive. Les pressions sont fortes sur les sites du patrimoine mondial et donc s'attacher à n'avoir aucune activité extractive dans un site naturel inscrit sur cette liste. C'est un engagement de l'institution qui s'appelle l'UGMM, je crois, qui regroupe l'ensemble des industries minières. Il faut continuer à veiller à la mise en œuvre de cet engagement dans les prochaines années. Un enjeu fort, je peux parler tout à l'heure du changement climatique, il faut restaurer la connectivité entre les sites du patrimoine mondial. On ne peut pas continuer à faire des îles isolées les unes des autres, une espèce d'archipel d'espaces protégés qui ne communiquent pas les uns avec les autres. Les espèces, elles évoluent, elles se déplacent et donc il faut veiller à leur ménager des espaces pour continuer à se déplacer. Et avec l'augmentation de la contrainte climatique, elles vont avoir de plus en plus besoin de ces couloirs de déplacement et donc la connectivité va devenir de plus en plus un enjeu fort pour le futur pour s'adapter à ces changements climatiques. Et un dernier point qui a trait, lui, à la gouvernance. On a vu que les populations locales et autochtones étaient de plus en plus et de mieux en mieux intégrées dans la gestion des sites du patrimoine mondial. Mais il faudrait aller au-delà et intégrer, y compris leur vision patrimoniale, leur vision de la nature, dans l'effort même de définition des valeurs en amont de la démarche de candidature. Voilà quelques messages qui ont été délivrés à l'occasion de ce congrès mondial. Je termine par ce message, effectivement, qui nous a été délivré par Nelson Mandela à l'occasion d'un précédent congrès de l'UICN, dont il avait fait le discours introductif. Un avenir durable pour l'humanité dépend d'un partenariat respectueux avec la nature. C'est ce à quoi on espère, et la Convention du patrimoine mondial pourrait être sans doute l'un des outils les plus efficaces pour atteindre ce partenariat respectueux. Merci beaucoup.